passe maintenant à la sous-classe 4, la dernière sous-classe du groupe des entomostracées, les cirripèdes. Appelés cirripèdes parce qu'ils présentent des pattes sous forme de cire, c'est-à-dire de fouet. Ce sont des crustacés très modifiés par la vie fixée ou parasitaire. Au cours de leur fixation, ces crustacés subissent une métamorphose de fixation. Notamment, cette métamorphose se manifeste par un allongement de la région préorale pour donner le pédoncule de fixation et disparition des organes de sens et d'autres organes. Et comme il y a une disparition d'autres organes, on parle d'une métamorphose régressive. Cette fixation se fait soit sur un substrat, chez les formes libres benthiques, c'est le cas de l'ordre des thoraciques, ou bien sur une autre forme parasite de crustacés, c'est le cas de l'ordre des rhizocéphales. L'ordre 1, les thoraciques. Sont des cirripèdes non parasites. Appendices thoraciques spéciaux qu'on appelle les cires. Donc tous les thoraciques présentent des appendices thoraciques qu'on appelle des cires. D'où l'appellation donc de thoracique. Ce sont des crustacés marins fixés sur des rochers, sur des bois flottants ou sur des coquilles de mollusques. Ils possèdent 6 paires de périopodes appelés cires à 2 fouets multi-articulés, l'exopodite et l'endopodite, dont les mouvements créent un courant d'eau permettant la respiration et l'alimentation. On subdivise les thoraciques en 2 sous-ordres. Le sous-ordre 1, celui des pédonculés, qui présente un pédoncule de fixation. On les appelle aussi les anatifs ou les lépadomorphes. Et le deuxième sous-ordre, c'est celui des operculés. Ils présentent un opercule. On les appelle aussi les balanes ou balanomorphes. On commence par le sous-ordre 1, celui des pédonculés. Leur corps est fixé par la région céphalique, allongé en un pédoncule musculeux et flexible, le pédoncule de fixation. Leur masse corporelle est comprimée latéralement et enfermée dans une carapace. On voit ici une coupe au niveau des valves de la carapace, enfermée donc dans une carapace qui est constituée par 5 plaques calcaires. Ces 5 plaques calcaires sont une plaque dorsale qu'on appelle la carène, 2 plaques supérieures et dorsales, on ne les voit pas ici parce qu'on voit l'intérieur de la carapace. Donc au niveau de la partie supérieure et dorsale, on a 2 plaques qu'on appelle les tergomes, et au niveau de la partie inférieure, on a 2 plaques inférieures et ventrales. Donc ici, on a une coupe, on voit la coupe sagittale de ces valves qui protègent l'animal. Ces valves, ces plaques inférieures et ventrales, on les appelle les scutums. Donc je répète, on a une plaque dorsale, la carène, on a 2 plaques supérieures et dorsales, les tergomes, et 2 plaques inférieures et ventrales qu'on appelle les scutums. Leur taille varie de 2 à 5 mm, à 5 cm. Le genre que je peux citer ici, c'est le genre lépace qui vit fixé sur les objets flottants. Il y a aussi le genre Polycipes qui se fixe sur les rochers. On les appelle aussi, ou communément, les pousse-pieds. Donc, si j'examine le schéma de gauche, celui d'un anatif, une coupe longitudinale d'un anatif, de l'épaisse, on voit la coupe des
5 plaques calcaires qui constituent la carapace de l'animal. On voit le corps qui est comprimé latéralement. On voit les cires, les 6 paires de cires à 2 fouets multi-articulés. On voit aussi le tube digestif avec la bouche et l'anus. Et l'animal, il est fixé sur un support de fixation par la région anténulaire, la région céphalique. Ça veut dire qu'ici, on a la partie antérieure, la partie donc supérieure du corps de l'animal, et ici, la partie inférieure. Donc l'animal, il est fixé à l'envers, à l'envers, partie antérieure, partie postérieure. Maintenant, on va passer au sous-ordre 2, celui des operculés. Thoracique, cirripède, présentant un opercule qui protège l'animal, protégeant l'animal, qu'on appelle aussi les baleines ou les balanomorphes. Ce sont des animaux sessiles, donc il n'y a pas de pédoncule de fixation. Ils sont toutefois fixés par une base élargie sur un support. Leur corps est protégé par une carapace rigide, dont on voit la coupe ici. Sur la coupe longitudinale d'un baleine de gauche, on voit donc cette coupe sagittale des valves ou des plaques, plutôt des plaques de la carapace. Leur corps est protégé donc par une carapace rigide, très rigide, appelée muraille, et formée par 6 plaques, et fermée par un opercule à 4 plaques. Sur le petit schéma du bas, toujours du schéma de gauche, on voit une vue ventrale de baleine qui montre les 6 plaques calcaires qui ferment, les 6 plaques qui constituent la muraille, avec 3 plaques, 3 éléments supérieurs, un élément inférieur et 2 plaques latérales. En tout, on a 6 plaques calcaires et cette carapace, elle est protégée par un opercule qui est formé par 4 plaques. On voit donc l'intégralité de ces plaques qui protègent l'animal sur cette vue ventrale. Et comme exemple, je peux citer le genre Balanus, un genre qui est très commun, et le genre Ctamalus. Et maintenant, on va voir un autre exemple de crustacés cirripèdes. Il s'agit de l'ordre des rhizocéphales. Rhizo, ça veut dire racine. Céphale, ça veut dire tête. Ces rhizocéphales sont des cirripèdes parasites. Ce sont des cirripèdes parasites qui pénètrent au niveau de leur hôte par des racines, au niveau de la région céphalique de leur hôte par des racines qui vont s'insinuer à l'intérieur des organes vitaux de l'hôte parasité. Ils se sont adaptés au parasitisme d'autres crustacés de façon parfaite et dont le corps est réduit à un ou à plusieurs sacs. En plus, bien sûr, des racines qui vont assurer la fixation du rhizocéphale sur son hôte. Tous, ce sont des endoparasites d'autres crustacés. Leur corps ayant subi une régression parasitaire n'est formé que par des organes génitaux qu'on voit sur le schéma de gauche, et par des suçoirs ou des filaments suceurs qu'on appelle des rhizoïdes et qui pénètrent à l'intérieur des organes des crustacés parasités. Ici, ce crustacé, c'est un décapode, c'est un crabe, un décapode, qui est le crabe, un crustacé décapode, le crabe. Ces parasites provoquent chez leur hôte un arrêt de croissance, une castration parasitaire. Cette castration parasitaire, c'est la disparition des organes génitaux de leur hôte qui ne va plus se reproduire. Et le relais, il est assuré par le rhizocéphale parasite. L'exemple le plus connu, c'est celui
du genre Sacculina, qui est un nom de parasite de crabe, dont le schéma est donné, et même le cycle vital est donné sur le schéma de la planche ci-contre. On constate que la sacculine est un exemple de dégradation parasitaire qui est très marqué, qui est poussé à l'extrême, qui provoque chez le crustacé parasité une régression des organes de sens, locomoteur, digestif, respiratoire, circulatoire, excréteur et du système nerveux. Seul subsiste chez le rhizocéphale parasite les organes génitaux. Et tous ces organes vitaux vont disparaître. Tous parasites d'autres crustacés subissent donc une régression parasitaire qui est très importante et l'animal envoie entre autres des suçoirs ou rhizoïdes dans le corps de son hôte. Seul reste à l'extérieur un sac d'œufs ou gonades et qui maintiennent en plus leur hôte en vie. Ces rhizocéphales, ils maintiennent leur hôte en vie. Ils provoquent donc une castration parasitaire. Donc, il n'y a pas de reproduction du crabe parasité, pas de mue, pas de croissance. Si on résume le cycle vital de ce rhizocéphale, ce qui est donné au niveau donc du schéma de la planche 11, on a donc au début du cycle, on voit la larve nucleus qui est reconnaissable par ses appendices caractéristiques, par son œil nucléen en X ou en 8, larve nucleus, qui va muer pour donner un autre type de larve qui est la larve cypris. Et cette larve cypris, dès son jeune âge, il va se fixer par les antennules, donc il se fixe par les antennules au niveau de la carapace, à la base, au niveau de la carapace et à la base du soie d'un crabe. Après, la quatrième étape, c'est l'injection de la masse cellulaire de la larve cypris, bien sûr du rhizocéphale, du parasite, à l'intérieur du décapode parasité qui est le crabe, métamorphose de la sacculine, du rhizocéphale, qu'on ne le reconnaît plus, on ne voit plus de larve nucleus ou de larve cypris, mais ce qu'on va voir, ce sont les filaments suceurs qui sont les rhizoïdes qui vont envahir le corps du crabe et maturation de ce rhizocéphale, maturation notamment des gonades et reproduction et vont produire donc des œufs qui seront protégés dans un sac qui sera porté par le crabe. Donc on a un sac bourré d'œufs formé par la sacculine. Sur la diapositive de gauche, on voit des photos avec en premier plan à droite une photo de la larve nucleus, caractéristique de tous les crustacés, avec son œil naupliant noir, avec ses antennules, avec ses antennes, avec les autres appendices du corps, avec la furca. Et à droite, on a le cirripède thoracique pédonculé avec son pédoncule. Ici, la carapace elle a été enlevée. On voit l'intérieur du corps de l'animal avec les cires, les 6 paires de cires ici. Donc on a trois cires. Ces cires, bien sûr, ils sont pluriarticulés avec 2 rames, l'exopodite et l'endopodite. On voit le pédoncule de fixation qui n'est autre que la région antennulaire qui constitue donc un pédoncule de fixation. Et ici, on a le même spécimen intact et qui montre bien sûr la carapace qui enferme l'animal. Et cette carapace, je l'ai dit tout à l'heure, elle est formée par 5 plaques calcaires. On voit ici
On ne voit pas la plaque dorsale qui est la carène. Théoriquement, il va venir ici, mais on ne la voit pas, hein, il est caché. On voit deux plaques supérieures et dorsales. Ce sont les tergums. Et on a deux plaques inférieures et ventrales, les scutum. Et ici, on a le pédoncule de fixation. Bon, je parle de supérieur-inférieur parce que la position de vie, c'est l'inverse de la position d'orientation de l'animal. Donc la tête, elle est là, les pieds, ils sont là, la partie supérieure, elle est là, la partie inférieure, elle est là, le pédoncule de fixation, elle est là, bien sûr, et vous avez les tergums et les scutums qui vont venir, hein, ce sont les deux plaques inférieures ventrales, hein. Avec bien sûr le genre qu'il faut retenir, c'est le genre lépasse. En bas, on a des photos qui correspondent à d'autres cirripèdes thoraciques, mais cette fois-ci, ce sont des operculés. Hein, operculés parce qu'on a dit qu'ils présentent un opercule à 4 plaques. On distingue mal ici le nombre de plaques operculaires, mais en tout, on a 4 plaques operculaires. Hein, et on a l'animal qui est bien sûr protégé par une carapace qu'on appelle la muraille, et cette carapace elle est formée par 6 plaques calcaires. 6 plaques, on a dit qu'il y a 3 plaques supérieures, on devine ici les 3 plaques supérieures, on a les plaques latérales et on a une plaque inférieure, le tout constitue donc une carapace rigide appelée muraille et qui est formée par 6 plaques calcaires et est fermée par un opercule à 4 plaques. Et je peux citer comme genre qu'il faut retenir le balane ou le genre Balanus. Et maintenant, on va passer à l'étude du deuxième groupe de crustacés, le groupe des malacostracés. Ce groupe se caractérise par un nombre fixe de segments et d'appendices. En tout, on a 19 segments qui portent 19 paires d'appendices. La tête à 5 métamères céphaliques porte 5 paires d'appendices céphaliques. Les antennules, les antennes, les mandibules, les maxillules et les maxilles. Le thorax, qu'on appelle aussi périon, formé par 8 métamères, porte 8 paires de périopodes, qu'on appelle les périopodes 1, les périopodes 2, les périopodes 3, jusqu'au périopode 8. L'abdomen ou pléon, formé par 6 métamères, porte 6 paires de pléopodes, nommés du pléopode 1 au pléopode 6. Donc, au total, on a 19 segments qui portent 19 paires d'appendices. On a vu au niveau de l'introduction des crustacés que ce groupe de malacostracés se subdivise en 3 sous-classes qui sont les eupleucarides, les peracarides et les eucarides. Et je commence par la première sous-classe des malacostracés, la cinquième sous-classe des crustacés, les eupleucarides. Oplus, en latin, ça veut dire soldat. Ça veut dire présentant une arme. Et on va voir que chez les eupleucarides, cette arme, ce n'est autre que la deuxième paire de périopodes. Et caride, ça veut dire carapace ou carapace qui caractérise les crustacés. Hein. Crusta aussi, ou carapace, ou caride. Donc, tous ces termes-là signifient qu'on se trouve au niveau du groupe ou du taxon des crustacés. Ces eupleucarides, ils présentent une carapace céphalothoracique recouvrant incomplètement le thorax. Donc ici, on a une carapace qui recouvre incomplètement le thorax. On a des périopodes du thorax, notamment le 6, le 7 et le 8 qui ne sont pas recouverts. Le 8, le 7 et le 6 qui ne sont pas recouverts par la carapace. La tête présente 5 paires d'appendices céphaliques. Les périopodes sont différenciés en 2 groupes et se répartissent de la manière suivante.
Du périopode 1 au périopode 5, donc ici on a le périopode 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, ce sont des gnatopodes. Gnato, ça veut dire mâchoire, et pod, ça veut dire patte. Avec, au sein de ce premier groupe de gnatopodes, la deuxième paire de périopodes, périopode 2, qui sont des pattes ravisseuses, qui sont munies de grosses pinces, préhensiles servant pour la capture des proies. Du périopode 6 au périopode 8, c'est-à-dire 3 paires de périopodes thoraciques, sont des pattes locomotrices ou des périopodes locomoteurs. Pour le pléon, l'abdomen, qu'on a dit qui est formé par 6 segments, 6 segments. Du pléopode 1 au pléopode 5, ils sont bronchiaux, éventuellement natatoires. Et le pléopode 6 sont très développés, bon, on ne le voit pas ici, mais généralement ce sont des pléopodes qui sont développés et constituent des gyropodes. Uro, ça veut dire queue, et pod, ça veut dire patte. C'est la patte-queue ou les pattes-queues de l'animal. Ces animaux, et ici bien sûr on voit le texan, ces animaux ils sont marins, benthiques, prédateurs, chasse à l'affût, ça veut dire en utilisant des systèmes de pièges pour la chasse. Donc ils guettent leur proie en utilisant, ils utilisent des systèmes de pièges, c'est ça ce qu'on appelle la chasse à l'affût. Leur taille varie de 10 à 30 cm de long et je donne comme exemple le schéma du crustacé qui est représenté sur le schéma donc de gauche, le schéma de gauche, le cas du genre Skia, la skia, ce qu'on appelle aussi la monte de mer, qui est représentée au niveau de la planche 12, qui vit dans les terriers ou les trous des rochers. Maintenant, on va passer à la sous-classe 6, les péracarides. Péra, ça veut dire poche, qui n'est autre que la poche incubatrice présentée par la femelle. Et caride, ça veut dire crustacé ou carapace ou croûte. Donc, autrement dit, les péracarides, ce sont des crustacés qui présentent une poche dont les femelles présentent une poche incubatrice ventrale. Caractéristiques. Les femelles possèdent une poche incubatrice ventrale limitée par des lamelles appelées oostegites, qui correspondent à des expansions des périopodes. Pas de carapace céphalothoracique. Donc si on regarde l'animal, il n'y a pas de carapace céphalothoracique qui recouvre les segments. Et on voit l'intégralité de la segmentation de l'animal, que ce soit sur les spécimens de gauche correspondant à un amphipode ou le spécimen de droite correspondant au schéma d'un isopode. Le premier segment thoracique, le TH1, qu'on ne voit pas ici, la numérotation commence à partir du numéro 2, dans les deux cas de figure. Pourquoi? Parce que le segment thoracique 1, il est soudé à la tête et les périopodes 1, qui sont portés par le TH1, sont annexés à la tête. Ils jouent le rôle, donc ils sont annexés, on les voit ici, donc voilà, c'est ce qu'on voit ici, ils sont annexés, ils jouent le rôle de maxillipède ou patte mâchoire. On les subdivise en deux ordres. L'ordre 1, c'est celui des amphipodes, et l'ordre 2, c'est celui des isopodes, qu'on va voir d'une manière comparative sous forme d'un tableau comparatif. Je commence par l'ordre 1, les amphipodes. Amphi, ça veut dire double. Et on va voir qu'est-ce qui est double chez les amphipodes. Et patte, ça veut dire pied. Les caractéristiques présentées par les amphipodes, c'est que leur corps est aplati latéralement. Aplatissement latéral du corps. Leurs périopodes, c'est-à-dire les appendices thoraciques,
sont divisés en deux groupes. D'où l'appellation d'amphi, parce qu'on a deux groupes de périopodes. Les périopodes sont divisés en deux. Du périopode 1 au périopode 5. Périopode 1 au périopode 5. Ils sont dirigés vers l'avant. Donc, ils sont dirigés vers l'avant. Avec le périopode 1, 2 et 3. Périopode 1, 2, 1, 2 et 3. Ce sont des gnatopodes, ce sont des pattes mâchoires, toujours dirigées vers l'avant. Le périopode 4, 5 et 6, ce sont des pattes ambulatoires, toujours dirigées vers l'avant. Du périopode 6 au périopode 8, donc le périopode 6, 7 et 8, ils sont dirigés vers l'arrière et ce sont des pattes locomotrices. Les pléopodes, donc jusqu'ici on a le thorax avec les périopodes et ici on a le pléon, l'abdomen avec les pléopodes et avec les 6 segments abdominaux. Ces pléopodes aussi, ils sont divisés en deux groupes, le pléopode 1, 2 et 3, donc ici on a le 1, le 2 et le 3, ils sont dirigés vers l'avant et ils sont natatoires. Pléopode 1 ou pléopode 3, dirigés vers l'avant, ils sont natatoires et pléopode 4, 5, 6 sont dirigés vers l'arrière et ils sont saltatoires, ils sont sauteurs, assurent le saut. Et ici, vous avez une vue latérale droite d'un péracaride amphipode qui est le gamare, le genre Gamarus, qui est une espèce ou un genre d'ulsacuicole qui vit dans les eaux douces. Mais on peut avoir aussi des péracarides amphipodes qui vivent dans les eaux marines. C'est le cas du genre Thalitrus, les thalitres. Donc, les thalitres, ce sont des taxons ou des genres marins, et les gamas, ce sont des genres cantonnés aux eaux douces. Et on passe maintenant au deuxième ordre des péracarides, les isopodes. Iso, ça veut dire semblable, et podes, ce sont les pieds. Donc, automatiquement, chez les isopodes, tous les pattes sont semblables, que ce soit des périopodes ou des pléopodes. En plus, ils présentent un cœur qui est aplati dorsoventralement. Les périopodes PE2 jusqu'au PE8, parce qu'on a exclu le périopode 1 qui joue le rôle d'un gnatopode et qui est annexé à la région céphalique, sont semblables, isopodes, d'où l'appellation donc d'isopodes, pattes semblables. De même que les périopodes sont semblables, les pléopodes, donc les périopodes ils sont tous semblables, les pléopodes ils sont tous semblables, du pléopode 1 au pléopode 5 sont semblables, et les PL6 sont des uropodes, et ce sont des animaux qui sont des crustacés qui sont libres ou parasites. Je vais donner ici quelques exemples pour ces isopodes avec, je commence par l'exemple des taxons libres. Ces isopodes libres sont ou bien d'ulsacuicole, dans ce cas-là on les appelle les azelles, avec un genre très connu, le genre Azellus, ou bien ils sont marins, ce sont des espèces marines ou des genres marins, on les appelle des légies, je donne comme exemple le genre légien, ou bien ils peuvent être terrestres, c'est ce qu'on appelle communément les cloportes, avec un genre connu, le genre cloporte, ou le genre cloportes ou cloporte. Pour les taxons parasites, qui peuvent être des ectoparasites de poissons ou des endoparasites de crustacés. Pour les ectoparasites de poissons, je donne l'exemple du genre Carolina ou Anilocrin, ou bien pour les endoparasites de crustacés, je donne un genre qui est très connu, qui attaque la carapace céphalique des crevettes, des décapodes, anatensia, qui sont les crevettes, et ce parasite, cet isopode parasite s'attaque donc à la capsule des crevettes, c'est le genre
Bopyrus. Et on dit que la crevette, c'est une crevette qui est bopyrisée. Ça veut dire qu'elle est attaquée, qu'elle est parasitée par cet endoparasite de crustacés qui est le Bopyrus. Sur la diapositive de gauche, on a des schémas, on a des photos. Bon, dans le premier plan, on a des schémas correspondant à l'amphipode et qui montrent la succession des appendices, que ce soit des périopodes et des pléopodes, avec les 3 premiers paires de périopodes qui constituent des gnatopodes. Après, vous avez les pattes ou périopodes ambulatoires, les ambulatoires, périopodes 4 et 5, et les 3 derniers, le 6, le 7 et le 8, qui sont dirigés vers l'arrière et ils sont locomotrices. En ce qui concerne les pléopodes, on voit donc les 6 paires de pléopodes, le 6e étant très petit, qui est l'uropode. Donc ici, on a les 3 premiers qui sont dirigés vers l'avant et qui sont natatoires, et les 3 derniers qui sont dirigés vers l'arrière, qui sont très petits, notamment le 6 et le 7 qui sont très petits, qui sont dirigés vers l'arrière et qui sont saltatoires. En bas, vous avez une photo d'un amphipode qui est le gamma, et on voit donc comment ça se présente, cet animal-là. Cette diapositive montre la photo d'un isopode et on voit que son corps il est bien sûr aplati dorso-ventralement, que tous les périopodes qu'on voit sur les côtés, ici on ne les voit pas, mais en bas ils sont un peu visibles, sur le flanc bas de l'animal, on voit que ces pléopodes, les pléopodes ils sont là, les périopodes ils sont là, ils sont tous semblables, d'où l'appellation donc d'isopode. Et maintenant, on va passer à la dernière sous-classe des crustacés, la sous-classe des eucarides. Ce sont les plus évolués des malacostracés et se caractérisent par la présence d'une carapace céphalothoracique complète, d'où l'appellation eucarides, les vrais crustacés. Pourquoi? Parce que leur carapace céphalothoracique recouvre complètement le céphalothorax. Entre autres, ils présentent des yeux pédonculés. Un seul ordre sera cité dans ce cours-là. L'ordre le plus répandu parmi les eucarides, c'est l'ordre des décapodes. Il se caractérise par une tête qui porte 5 paires d'appendices céphaliques. Les 3 premiers périons portent 3 paires de maxillipèdes ou de pattes mâchoires. Les PMX 1, ce sont les périopodes 1. Les PMX 2, ce sont les périopodes 2. Et les PMX 3, ou les pattes mâchoires 3, c'est la 3e paire de périopodes. Les 5 derniers périons portent 5 paires de périopodes locomoteurs. Ce sont notamment les périopodes 4 ou des périopodes 4 ou périopodes 8. Avec les périopodes 4, c'est ce qu'on appelle les P1. Les périopodes 5, ce sont les P2. Les périopodes 6, ce sont les P3. Les périopodes 7, ce sont les P4. Et les périopodes 8, ce sont les P5. Donc en tout, on a 5 paires de périopodes locomoteurs. Et on ne parle plus de périopodes 4, 5, 6, 7 et 8. On parle de la P1 jusqu'à la P5. Décapodes, 5 paires de pattes ou 10 pattes. Les pléopodes sont peu développés, parfois réduits et à rôle natatoire. On note aussi la présence de branchies sous le céphalothorax à base des périopodes et qui sont très utilisés en systématique du groupe. Ils colonisent de nombreux biotopes et montrent une grande variabilité morphologique. On les subdivise en 2 ordres. On les subdivise en 2 sous-ordres. Le sous-ordre 1, celui des natantia. Et le sous-ordre 2 est celui des rectantia.
Les natantiens, ce sont généralement donc les crevettes, ce sont les crevettes. Ils sont essentiellement nageurs. En outre, ils présentent un aplatissement latéral du corps, un aplatissement latéral avec un abdomen qui est très développé. Les P1 ou P5, les 5 paires de pattes, sont longues et fines, munies de petites pinces. Les pléopodes, qui sont au nombre de 6 paires de pléopodes, sont développés et ils sont natatoires. Exemple, les crevettes marines ou dulsacvicoles. Donc j'ai donné ici 2 genres. Le premier genre, c'est le genre Léander, et le deuxième genre, c'est le genre Pénéus. Le genre Léander étant un genre marin, et le genre Pénéus, c'est un genre qui est dulsacvicole. Le deuxième sous-ordre est celui des reptantiens. Les reptantiens regroupent tous les crustacés décapodes marcheurs. Se caractérisent par un aplatissement dorso-ventral du corps, à l'inverse des natantiens, qui présentent un aplatissement latéral. P1 à P5, très développé, les 5 paires de pattes, comme le montre le schéma de la planche numéro 13, tous les pattes, les 5 paires de pattes sont très développées, marcheuses, munies souvent de fortes pinces. L'abdomen est les plus ou moins développé selon les groupes. Les pléopodes sont réduits ou absents. Donc les pléopodes, par exemple, ici, ils sont absents. Ici, ils sont réduits et non natatoires. 3 types différents de reptantiens qui sont les macrours. Our, ça veut dire abdomen, et macro, ça veut dire très développé. Anomour, ça veut dire un abdomen anormal, qui est dissymétrique, qui n'est pas symétrique. Et brachiour, ça veut dire un abdomen qui est brachie, qui est court. Et ce sont tous des décapodes benthiques qui rampent sur le sol. Je commence ici par le premier groupe, celui des macrours. Macro, ça veut dire grand. Our, ça veut dire abdomen. Ces macrours, comme le montrent les schémas de la planche 13, présentent entre autres un abdomen qui est symétrique et qui est bien développé. Les PIL6 qu'on voit ici, les pléopodes 6, sont très développés et présentent un rôle natatoire. On les appelle aussi les uropodes. Pinces sur P1, présentes ou absentes. Ces 2 cas de figure sont P1 avec pince volumineuse, c'est le cas de l'homard, la langoustine ou l'écrevisse, qui est représenté sur la figure ou le schéma ci-joint. On peut avoir aussi une autre variante avec les P1 sans pince, toujours dans le groupe des macrours. La langouste, P1 sans pince, présente entre autres des A1, des anténules enfouées, très développées, reconnaissables par ces anténules. Et on a aussi un autre exemple des macrours sans pince au niveau des P1. Ce sont les cigales de mer et eux, ils présentent des anténules fouisseuses qui permettent à l'animal de s'enfuir dans le sol. Le deuxième groupe est celui des anomours. Ano, ça veut dire anormal. Our, ça veut dire abdomen. Anormal, pourquoi? Parce que il ne présente pas une symétrie. Le corps de l'animal ne présente pas de symétrie bilatérale. L'abdomen de ces anomoures, il est mou.
dissymétriques et non recouverts de carapace, cachés le plus souvent dans une coquille protectrice de gastéropodes. Ils présentent des pattes thoraciques, qu'on voit ici sur le schéma de gauche, avec P1 à pince dissymétrique. Et les pléopodes du côté droit sont atrophiés avec l'APL6 gauche en crochet qui assure sa fixation sur la coquille de gastéropodes. Donc ici, vous avez une vue dorsale d'un anomure qui est le pagure, genre Pagurus, qu'on appelle aussi le Bernard l'ermite, et qui est une espèce ou un taxon marin, habite une coquille vide de gastéropodes. On a une association fréquente avec une anémone de mer ou une éponge. Et leur taille peut aller jusqu'à 10 cm de long. On passe maintenant au dernier groupe des décapodes eucarides, des crustacés décapodes eucarides reptiliens qui sont les brachioures. Brachie, ça veut dire court. Our, ça veut dire abdomen. Donc automatiquement, ces décapodes, ils présentent un abdomen qui est très court, symétrique, replié sous le céphalothorax dans une gouttière sternale. Comme le montre le schéma de la planche 13, sur le brachure, représenté qui est un crabe, on ne voit pas l'abdomen. Pourquoi? Parce qu'il est très court. On voit ici le premier segment de l'abdomen. Il est replié ventralement, il est replié. Si je le retourne sur sa face dorsale, ce spécimen, la face ventrale, pardon, on va voir un abdomen qui est mince, aplati, triangulaire, segmenté et qui se trouve au niveau, qui est replié dans une gouttière, repliée et creusée dans une gouttière sternale. Les P1 sont transformés en fortes pinces symétriques ou dissymétriques selon les groupes et qui servent à la capture. Ils servent à la capture des proies et à l'autodéfense de l'animal. Les pléopodes. Les pléopodes sont réduits. On ne les voit pas ici parce que l'abdomen est replié sous le céphalothorax. Donc automatiquement les pléopodes ils vont avec, ils sont réduits et montrent un dimorphisme sexuel. Ainsi, on constate que les pléopodes 1 et les pléopodes 2 sont copulateurs chez le mâle, alors que les pléopodes 3, 4 et 5 assurent le transport des œufs chez la femelle. Ce sont des taxons qui sont marins ou dulce-aquicoles. L'exemple le plus connu est celui des crabes. On peut citer un certain nombre, un certain groupe, ou une certaine variété de crabes. On a des exemples de crabes. Le crabe honteux, c'est le genre Calapa. Le crabe enragé, c'est le genre Carcinus. Le crabe violonis, c'est le genre Euca. Et ce sont tous des genres qu'on retrouve sur les plages marocaines. Quelques espèces sont terrestres. C'est ce qu'on appelle les araignées de mer, avec un genre connu qui est le genre Maya. La diapositive suivante montre la photo d'un eucaride décapode natantia qui est la crevette. Cette diapo montre des photos d'eucarides décapodes natantia, la crevette qu'on retrouve, deux crevettes qu'on retrouve à droite en bas, et aussi les eucarides décapodes reptantia, les reptantia, avec deux groupes de reptantia qui sont représentés sur cette diapositive. Les reptantia macrours, c'est le cas de l'homard, la langouste, la langoustine, l'écrevisse, et un autre reptantia, mais brachioure,
qui est le crabe. Le groupe des Reptantia anomures est représenté sur la diapositive qui suit et qui montre un pagure, un Bernard l'ermite, dans une coquille de gastéropode qui vit à l'intérieur d'une coquille de gastéropode. Vous voyez les pattes thoraciques, locomotrices, avec les P1 qui portent des pinces. Et l'abdomen de l'animal, on ne le voit pas parce qu'il est protégé par la coquille. Ici, on a la photo, la diapositive montre 3 photos, donc vous avez 3 photos de 3 spécimens différents de brachioures, donc eucarides, décapodes, reptantiens, marcheurs, qui sont les crabes, avec un abdomen qu'on ne voit pas, qui est replié ventralement. C'est pour cela sur une vue dorsale, on ne peut pas voir l'abdomen d'un brachiure. Les P1 qui sont transformés en pinces, très développés. Donc on a les P1 en pinces, très développés, qui vont assurer bien sûr la capture des proies. Et ces animaux-là, ils assurent une marche oblique sur les rivages. Ce sont les crabes.